À la une ce soir, opération de contrôle sanitaire réalisée ce matin sur les bateaux de pêche étrangers menés par les affaires maritimes. Il s'agissait de s'assurer que nos pêcheurs locaux ne soient pas victimes de concurrence déloyale. Les quantités de poissons ont été contrôlées. Débarqués ont été contrôlés. 145 kilos de cocaïne saisis à Rivière-Pilote la semaine dernière. Le résultat d'une enquête de plusieurs mois menée par l'OCRTIS. En tout, ce sont 350 kilos de drogue qui ont été saisis en 3 fois pour cette même affaire. Les agriculteurs ultramarins unis face à l'Union européenne, ils parlent d'une même voix pour demander la révision de leur budget qui pourrait mettre à mal l'économie des régions ultra-périphériques. Enfin, des spécialistes de la Caraïbe réunis pour 3 jours pour définir l'impact des catastrophes naturelles de grande ampleur sur notre quotidien. Ils définiront les conséquences du stress post-traumatique sur nos populations. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. On commence avec une grande opération de contrôle de bateaux de pêche étrangers réalisée aujourd'hui par la direction de la mer. En plus des tests sanitaires, il était également question de vérifier la quantité de poissons débarqués. Objectif, veiller à ce que nos pêcheurs locaux ne soient pas victimes de concurrence déloyale. Explication de Jean-Marc Dabrun. Le quai de l'Hydrobase, au port de commerce de Fort-de-France. Porte d'entrée du poisson frais pêché dans les eaux non françaises à destination du marché martiniquais. Chaque semaine, 4 tonnes sont livrées aux importateurs et scrupuleusement contrôlées par les services vétérinaires. Mais comment ça se fait qu'on ait droit à cette visite sans qu'on s'en rende compte? Pourquoi, tu as quelque chose à cacher? Pas du tout. Ce bateau n'échappera pas à la règle. L'ensemble de la marchandise sera inspecté et au final, aucun produit avarié ne sera détecté. C'est un poisson qui est très frais, avec les huiles encore très rouges. Ça se voit, la chair toute rose, donc de bonne qualité. Le vétérinaire des services de l'État poursuit son travail sur cette embarcation trinidadienne à la recherche d'odeurs suspectes ou d'aspects douteux. Les ouïes, qu'elles soient bien rouges et surtout la clarté à l'intérieur du poisson. Donc tout ça, ce sont des signes qui permettent de s'assurer que le poisson a été bien conservé. Une vérification visuelle complétée par des analyses en laboratoire effectuées sur des prélèvements aléatoires. Aussi bien justement le chlordécone que les métaux lourds, que la dioxine, que les hydrocarbures cycliques, donc ça fait partie d'un plan national. Les résultats seront connus d'ici un mois. En attendant, les services de l'État s'intéressent à la quantité de poissons importés. Il faut qu'elle soit conforme aux produits déclarés. Ce sont des navires n'appartenant pas à l'Union européenne, donc les produits de la pêche sont soumis à déclaration. Autre vérification, la nature des poissons. Pour éviter la concurrence avec le poisson local, seuls les poissons rouges peuvent être importés. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'importateurs ont décidé d'importer du poisson blanc, de la dorade ou du marlin. Donc voilà, donc aujourd'hui on était venu pour constater ça. Depuis le début de l'année, 30 contrôles de ce type ont été réalisés, en plus des vérifications hebdomadaires effectuées par les services. Une action qui vise à rassurer aussi bien le consommateur que les pêcheurs martiniquais. 145 kilos de cocaïne, c'est la grosse prise réalisée le 19 juin dernier à Rivière-Pilote. Le résultat d'une enquête de 8 mois menée par l'OCRTIS qui a également permis de saisir 10 000 € en liquide, des armes à feu, des véhicules et 9 kilos de cannabis. 3 individus ont été interpellés et placés en détention provisoire. Au total, ce sont 370 kilos de cocaïne qui ont été interceptés en 3 fois et plusieurs personnes ont été interpellées, dont l'organisateur présumé du réseau, un Martiniquais de 31 ans. Voyez les précisions recueillies en conférence de presse ce matin par Jean-Marc Dabrun. C'est un dossier, c'est une interpellation et c'est une interception qui fait suite déjà à 2 autres opérations qui avaient été menées dans le cadre de cette affaire-là, puisqu'au mois de novembre, ce sont 82 kilos de cocaïne qui avaient pu être interceptés par la Marine nationale et ce qui avait permis en l'occurrence les développements que nous connaissons aujourd'hui. Et également ensuite au mois de janvier, le 25 janvier pour être précis, une précédente opération de police judiciaire avait permis l'interception de 143 kg de produits stupéfiants. C'est un coup d'arrêt pour ce réseau ? Ce qui veut dire quand même que, en tout cas, c'est un coup très sérieux qui a été porté à l'encontre donc de ce réseau criminel, puisque en l'espace de quelques mois, ce réseau criminel aura vu quand même une quantité de 370 kilos de cocaïne ainsi interceptée par les services de police. Un énorme investissement en
matière de effectivement, surveillance téléphonique, d'appui technique, hein, de surveillance de terrain. C'est beaucoup de sorties et de surveillance nocturne. L'enjeu dans ce type de dossier, c'est de bien comprendre le mode opératoire de l'équipe en vue d'être placé sur les prochaines importations pour intervenir. Voilà. Et au fur et à mesure, plus on leur a saisi de produits, plus ils sont devenus prudents dans le mode opératoire, en prenant des mesures de sécurité, changeant de voiture, en prenant des villas louées de manière temporaire sous des faux noms ou des noms d'emprunt. Tout ça étant destiné à déjouer les manœuvres de l'enquête de police. Et justement, parmi les principaux acteurs des opérations de démantèlement de trafic figurent nos forces de l'ordre. La gendarmerie de Martinique va connaître quelques changements très prochainement puisque le commandant s'en va. Cela faisait 3 ans qu'il était sur notre territoire. Ici déjà à l'heure du bilan. Colonel François Agostini, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez eu fort à faire pendant vos 3 ans chez nous. Les vols à main armée sont 14 fois plus nombreux chez nous que dans l'Hexagone, proportionnellement bien évidemment. Entre 2016 et 2017, le nombre de tentatives d'homicide a également augmenté. Est-ce que vous avez eu les moyens suffisants pour faire régner l'ordre en Martinique ? Oui, je le pense, puisque notre taux de résolution, c'est-à-dire notre capacité à solutionner les affaires, est particulièrement élevé, 66% sur l'ensemble des affaires, plus de 50% pour les vols à main armée. Donc là, ce sont des résultats qui sont nettement supérieurs à la moyenne métropolitaine. Et je crois qu'on a une capacité de réaction par rapport à une délinquance qui, bien sûr, se trouve en quelque sorte captive, puisqu'elle est sur l'île. Nous avons les moyens de travailler, de mener à terme les enquêtes en appréhendant les auteurs. Et est-ce qu'on ne peut pas le faire en amont, empêcher d'avoir autant de cas de violence? On travaille également beaucoup dans le domaine de la prévention, de la dissuasion. Donc on est extrêmement présent sur les axes, comme vous le savez, que ce soit pour la lutte contre l'insécurité routière, mais également pour des opérations de contrôle sous réquisition du procureur de la République. Donc ça, c'est ce qu'on empêche, mais on ne peut pas mesurer par définition ce qu'on a prévenu, ce qu'on a empêché. Et puis ensuite, on a la capacité, dans le cadre des enquêtes, notamment avec de la police technique et scientifique de haut niveau, on a une capacité à appréhender les auteurs et à les présenter à la justice. Alors, en plus des cas de violence, il y a le trafic de drogue. On vient de le voir tout à l'heure. Il y a eu un démantèlement d'un gros trafic. Il semble qu'il soit omniprésent sur notre territoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Martinique est une plaque tournante ? Alors on peut le dire pour ce qui est de la cocaïne, puisqu'en fait la Martinique est une zone de rebond. La cocaïne vient d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et ensuite rebondit en Martinique pour aller en métropole. Donc dans le reportage précédent, la gendarmerie a eu un rôle déterminant, puisqu'en fait c'est l'antenne GIGN qui a procédé aux interpellations sur les différentes phases qu'a évoqué le procureur de la République. Et l'officier qui aurait dû être à la conférence de presse a eu un empêchement, mais sachez bien que la gendarmerie a eu un rôle déterminant dans ces trafics. D'ailleurs, nous sommes co-saisis avec l'OCRTIS sous la houlette d'une juge d'instruction. Alors, vous avez également eu à gérer pendant vos 3 ans plusieurs cas de disparition inquiétantes. Alors, la plupart concernent des personnes souffrant de troubles psychiques et des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, mais il y a quand même eu 2 cas qui sont dans toutes les têtes. L'affaire Magali Méjean, vous n'étiez pas encore là, mais vous avez quand même eu à gérer l'enquête. Et puis l'affaire d'Aude Jean-Alexis qui a disparu le 15 novembre dernier. Quels sont les moyens dont vous avez disposé pour gérer et mener les enquêtes ? Alors tout d'abord, quand une personne disparaît, nous mettons généralement beaucoup de moyens d'emblée. L'hélicoptère, les maîtres de chiens, des patrouilles qui vont sillonner les zones de recherche, parce que les premières heures sont déterminantes. Donc j'insiste là-dessus, il nous faut l'information assez vite pour procéder à ces recherches. C'est le meilleur moyen de retrouver la personne. Ensuite, nous travaillons également à l'amélioration des différents dispositifs, notamment avec un groupe de travail qui s'est mis en place pour mieux géolocaliser les personnes désorientées. Donc il s'agira d'un petit dispositif, c'est un groupe de travail avec l'ARS qui est impliqué. C'est un petit dispositif pour tout simplement avoir un GPS auprès de ces personnes qui sont potentiellement désorientées, de manière à les retrouver plus rapidement. Et puis il y a les affaires que vous évoquez. Là on est dans le cadre d'enquête, avec des disparitions qui pour le coup sont sans doute ou assurément de nature criminelle. Et donc là c'est un travail de longue haleine avec des enquêteurs qui sont mobilisés et des groupes de travail. Vous avez cité l'affaire Méjean et l'affaire Aude, des groupes de travail qui sont toujours actifs avec des enquêteurs dédiés à la recherche
Il y a des équipes qui travaillent à temps plein? Il y a des équipes qui travaillent à temps plein sur ces deux affaires. Et pour Aude-Jean-Alexis, par exemple, il y a des rumeurs qu'il a localisé à Sainte-Lucie. Ça se confirme? Vous savez, c'est une enquête qui est en cours, donc je n'évoquerai pas nos différentes pistes de travail. Je peux vous dire qu'il y a 4 enquêteurs qui sont mobilisés à temps plein sur cette affaire. Alors, vous avez également mis l'accent pendant vos 3 ans sur le recrutement local. Est-ce un moyen pour vous de réconcilier les Martiniquais avec les forces de l'ordre? Je ne crois pas, parce que le contact avec la population martiniquaise sont vraiment d'excellente qualité. Donc on n'a pas besoin de se réconcilier, on a peut-être besoin d'approfondir nos relations, de les consolider. Et effectivement, j'ai souhaité développer le recrutement local à travers les gendarmes adjoints volontaires, ce sont des contractuels de la gendarmerie, mais également au travers des réservistes, ce sont des jeunes filles et garçons qui vont travailler à la vacation, à la journée en quelque sorte. Eh bien, on a là un vivier, un double vivier en quelque sorte, dans lequel on va puiser les futurs gendarmes de la Martinique, donc des gendarmes qui vont ensuite réussir le concours de sous-officiers, qui vont partir en école en métropole, école de formation initiale qui dure 1 an, et qui vont servir vraisemblablement un premier temps en métropole, et qui ensuite vont venir travailler en Martinique. Et là, on a une plus-value de service public, puisqu'on a des gendarmes qui parlent le créole, qui connaissent bien la sensibilité ultramarine, et j'en fais moi réellement une plus-value de service public pour la gendarmerie de Martinique. Alors pour finir le bilan, quel est votre pire souvenir en Martinique et le meilleur pour finir, c'est une bonne touche? Alors le pire, je ne sais pas, peut-être les blessures des gendarmes, parce qu'effectivement, il y en a malheureusement trop, avec parfois des blessures très graves. Je pense à une chef qui a été renversée, qui a eu le bassin fracturé. Donc là, ce sont vraiment de très mauvais souvenirs, ou les événements climatiques. Quant aux meilleurs souvenirs, je dirais que c'est la qualité des militaires. On a là des militaires très motivés, avec beaucoup de compétences. Je le dis avec beaucoup de sincérité, parce que c'est la réalité. Ce sont des gens expérimentés, qui sont volontaires. Et on a une gendarmerie qui, à mes yeux, mais bien sûr il faudrait demander également aux usagers, une gendarmerie qui produit un service public de haute qualité. Et vous savez déjà où vous serez affecté? Oui, je serai affecté à Paris dans une inspection, l'inspection générale des armées. Très bien, bon courage à vous. Merci. Bonne chance. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Au chapitre social, le personnel de la CTM installé dans les anciens locaux du Conseil général à Fort-de-France a débrayé durant 2 heures ce matin. Un mouvement à l'appel de la CGTM en raison de locaux qui seraient en train de se dégrader. Les agents dénoncent la présence de moisissures dues à un manque d'entretien des bâtiments. Plus globalement, ils ont tenu à pointer du doigt leurs mauvaises conditions de travail. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabreu. Les conditions de travail deviennent vraiment de plus en plus difficiles. On n'a pas de matériel et puis le bâtiment est vraiment insalubre. Et les collègues sont malades. On a des petites bêtes qui nous démangent, donc je ne peux pas dire ce que c'est. Personnellement, j'ai consulté le médecin. Je suis sous traitement, j'ai des crèmes que je passe. Et il y a beaucoup trop de poussière, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de voiture de service. Le bâtiment coule, on a des champignons, on demande des conditions de travail décentes. Nous avons décidé, le syndicat a décidé de faire ce mouvement de débrayage de 8h à 10h toute la semaine, tant qu'on ne prendra pas en compte, je le répète, notre considération pour avoir des conditions de travail meilleures. Direction la Belgique, où le monde agricole ultramarin est mobilisé pour convaincre l'Union européenne de faire machine arrière en ce qui concerne la décision de réduire de 4% le budget du programme d'aide à l'agriculture des régions ultra-périphériques. 170 représentants des différentes filières agricoles des Antilles, Guyane, Réunion, Madère, Canaries et Açores qui parlent d'une même voix. Pour eux, ce serait le développement entier des territoires qui seraient affectés par les baisses annoncées. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. L'Union Jack flotte toujours au pied de la Commission européenne à Bruxelles 2 ans après le vote surprise du Brexit. Pourtant, dans 9 mois, le départ du Royaume-Uni doit être effectif et l'Union va perdre 10% de son budget. Résultat, il faut faire des économies et le POSEI doit prendre sa part. Mais pour les agriculteurs des régions ultra-périphériques, c'est une décision inadmissible. À l'époque, on l'appelait aide compensatoire, qui compensait nos difficultés par rapport à l'Europe.
Donc aujourd'hui, c'est très important pour nous et c'est vital pour les agriculteurs de Martinique de maintenir cette enveloppe, voire l'augmentation de cette enveloppe. Ils sont 170 en tout à s'être rendus dans la capitale belge à la rencontre d'abord des représentants permanents des 3 États membres auxquels appartiennent les 7 RUP européennes, d'où ils proviennent. Dans la région de la Madère, c'est une aide qui est très importante pour tout le secteur, non seulement pour notre secteur à nous, mais pour toute l'économie locale, et non seulement pour notre région, mais pour toutes les régions ultra-périphériques. Tout au long de la journée, chaque secteur a exposé ses doléances, autant d'arguments pour les élus qui les soutiennent dans la bataille contre la Commission européenne. On va gagner par la persuasion, par la détermination, par une volonté affichée de donner des arguments et surtout par la nécessité de dire à M. Juncker, qui est le président de la Commission, de respecter un engagement qu'il avait pris à la conférence des présidents de RUP en Guyane. Mais le chemin sera long, les négociations pourraient durer jusqu'au premier trimestre 2019. Nous, plus tôt on s'exprime, et plus percutant on sera. Ce n'est pas en attendant qu'un processus de négociation se développe qu'on va s'exprimer après pour savoir si on peut passer. La rencontre de ce mardi prévue avec le commissaire européen à l'agriculture Phil Hogan s'annonce déjà décisive pour garder l'espoir de faire reculer l'Union européenne sur la baisse des aides annoncées. De retour en Martinique avec le lancement des journées d'études sur le traitement du stress post-traumatique ce matin. Quels enjeux pour le médico-social? Quels impacts sur nos vies? Plusieurs spécialistes sont réunis pour 3 jours pour définir, par exemple, quelles seraient les répercussions que les catastrophes naturelles de grande ampleur pourraient avoir sur notre quotidien. C'est un reportage de José Lecherti. Kevia est portoricaine. Elle était chez elle à San Juan lors du passage dévastateur de l'ouragan Maria. Malgré le stress et la peur de tout perdre, cette psychologue de formation s'est efforcée de gérer la crise au mieux. Je rassure mes enfants, je mets un plan en place. Je suis également croyante, donc les choses se mettent en place tranquillement. Ce qui est vraiment le plus important, c'est que le calme règne à la maison. C'est vrai que nous avons des faiblesses et des forces et nous sommes des êtres humains et je mets tout en place pour que les choses se déroulent dans le calme et se passent très bien. Amandine vivait à la Dominique au moment du cyclone. Près d'un an après la catastrophe, les séquelles psychologiques sont toujours présentes. Il y a eu quelques coups de vent après Maria déjà et bon, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu des nœuds à l'estomac et ouais, on se demande un peu ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est toute la réadaptation en fait. Après avoir, faut reconstruire une vie parce qu'il n'y a plus rien. Il faut tout rebâtir et c'est ça, je crois, qui est le plus difficile. Le traumatisme peut aussi parfois se manifester de manière surprenante. Au bout du 5e jour, à mon grand étonnement, moi qui ne suis pas une femme gourmande, je me retrouvais à passer la nuit devant le réfrigérateur. Alors ce qu'il y avait de plus comique, entre guillemets, dans l'histoire, c'est que j'avais une attirance uniquement pour les choses crues. Des témoignages qui viennent nourrir la réflexion de la quarantaine d'experts médico-sociaux réunis pour ce colloque. Face au danger, les individus ne sont pas tous égaux, d'où l'importance de mettre en commun les diagnostics et les expériences. Nous avons une formation de base en tant que psychologue, mais il y a des éléments essentiels finalement à retenir et à avoir. Et entre collègues, des fois, c'est important de pouvoir de réécouter, de réentendre les bonnes informations et la bonne conduite finalement à tenir. Ce n'est pas pour donner une directive, parce que voilà, il y a justement des questions qui vont se poser et qui vont ouvrir et élargir notre réflexion sur notre prise en charge, notre accompagnement des familles et des enfants et de la population martiniquaise lorsqu'il y a traumatisme. La conférence se poursuit demain autour notamment des réponses thérapeutiques que l'on peut apporter aux victimes de ce type de catastrophe naturelle. Attention, la qualité de l'air est mauvaise. Une brume de sable dense traverse actuellement notre territoire. Les concentrations en particules fines désertiques dans l'air stagnent au-dessus de nos têtes. L'indice du jour était de 8 sur 10 et les prévisions pour demain n'annoncent aucun changement.
Restez avec nous à suivre dans cette édition la Guyane qui a subi des rafales de vent à plus de 100 km/h hier soir. Un épisode météorologique qui en a surpris plus d'un puisqu'aucune alerte de précaution n'avait été communiquée. Nous reviendrons comme chaque lundi sur les temps forts sportifs de ce week-end. Entre autres, Audrey Biancolin a remporté le Grand Prix féminin du cyclisme. Et puis le best-of du JT des communes qui fera un nouveau coup de projecteur ce soir sur une épicerie solidaire hors du commun. Elle est basée à Sainte-Marie. Direction la Guyane où, je vous le disais, des vents de près de 100 km/h ont balayé Cayenne hier soir. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Un caprice de la météo qui a surpris tout le monde puisqu'aucune annonce n'avait été faite en amont. Aujourd'hui, de nombreux Guyanais sont sous le choc. C'est un reportage de Pierre Tréfou. Hier, vers 18h30, des vents violents ont secoué les habitants de Cayenne et de Remire-Montjoly. La tempête aura duré plus de 20 minutes. Des arbres sont tombés, des toitures ont été arrachées. Les dégâts les plus importants sont situés dans la zone Hibiscus à Cayenne. Dès hier, nous avons procédé par étapes. Donc hier, c'était une phase de reconnaissance et de sécurisation du site pour éviter que, comme la nuit arrivait, pour éviter qu'il y ait d'autres accidents. Et ce matin, nous procédons à la sécurisation du site et à l'évaluation des travaux pour pouvoir en fait déblayer les zones qui sont encombrées et pouvoir, dès que possible, commencer les travaux de remise en état du patrimoine. Le front de mer n'a pas été épargné par les vents violents. Dans cette résidence, c'est toute une partie de la toiture qui a fini dans la cour de l'immeuble. Au moment du gros grain, du gros coup de vent, donc il y a toute la partie de tôle qui s'est envolée, quoi. Tout ce qu'on aperçoit un petit peu derrière moi. Donc on a vu toute la couverture partir d'un coup et finir tomber dans le parking derrière. Vu qu'il n'y a plus de couverture, il y a un petit peu d'infiltration par les dalles béton, donc il y a des petites auréoles au plafond, des infiltrations un petit peu sur tous les appartements. Les vents ont atteint les 95 km/h, c'est la deuxième vitesse la plus rapide jamais relevée en Guyane. Ce phénomène appelé grain est une ligne de nuages orageux, des cumulonimbus qui sont sujets à des phénomènes violents et difficiles à prévoir. C'est quasiment impossible à prévoir plusieurs heures avant. Hein. La seule chose, c'est qu'on constate, mais comme je le dis, on voit sur une image satellite qu'il y a des précipitations intenses, mais on ne sait pas s'il y a des vitesses de vent fortes associées. Et on le constate juste avec notre réseau de mesure qui, en Guyane, est assez lâche. Juste après la tempête, la sirène du centre de secours a sonné 3 fois et les pompiers ont entamé une tournée peu avant 19h. 2 blessés ont été comptabilisés pour le moment. Toujours en Guyane, en tout cas, pour vous y rendre, les billets reliant les Antilles à Cayenne à des tarifs défiant toute concurrence sont déjà mis en ligne par la compagnie Norwegian Airlines. Les réservations sont donc possibles. Kerwin Alcidegel Wassim vous explique la marche à suivre. Regardez. Le coup de vent dans le ciel guyanais se poursuit. Après l'annonce de l'arrivée de la compagnie low cost, voilà que les choses se précipitent. Depuis ce lundi matin, la Norvégienne a mis en vente les vols à destination de Cayenne. Comme annoncé, 4 vols par semaine sont prévus entre la Guyane et les Antilles. Les tarifs s'oscillent entre 139 et 159 € l'aller, soit un aller-retour Cayenne-Fort-de-France à 278 €. À ce prix, vous n'embarquez pas avec vos bagages. Il faut compter 18 € pour une valise de 20 kg et la réservation de son siège. Puis, pour manger, la Norvégienne, comme beaucoup de compagnies low cost, vend des repas à bord. Il faut compter entre 2,50 € et 3,50 € les boissons non alcoolisées et de 5,50 € à 14 € pour l'alimentation. En somme, un Cayenne Fort-de-France reviendra à un peu plus de 300 €. Mais à ce prix, il faut accepter de faire quelques sacrifices. Avec un départ de Cayenne vers la Martinique estimé à 22 h, l'arrivée aux Antilles se fera aux alentours de minuit. Norvégienne compte étoffer très rapidement ses offres en proposant des packages, vols plus hôtels et location de voitures. Ce nouveau coup de vent risque de balayer des vieilles habitudes. Tac Tac, c'est le nom choisi pour la nouvelle plateforme d'animation de produits touristiques. Elle est mise en place par un réseau qui existe depuis 18 ans et qui regroupe 40 entrepreneurs. Le but est d'offrir aux touristes de passage sur notre île un package intéressant entre restauration, hébergement et activités en plein air. Voyez les précisions recueillies par José Lecherti. L'objectif du réseau, c'est de sortir dans une économie de miettes et entrer dans une économie de culture économique. Donc une culture économique qui fédère les acteurs entre eux pour faire
je dirais, un tissu de développement économique performant. Dans cette plateforme que nous mettons en place, nous avons un chantier qui est autour de 4 points. Une plateforme, c'est un peu la boutique qui va permettre aux différents acteurs d'avoir un point commun de développement. Ensuite, nous avons mis en place de la formation, parce qu'on ne peut pas mettre en scène si on ne connaît pas sa destination. Donc, il faut connaître son patrimoine. Après cette formation, on a mis un atlas. L'atlas, c'est la bibliothèque qui permettra, au-delà de la formation, de pouvoir, comment dirais-je, se référencer de temps en temps. Et puis, un tour opérateur. C'est un réseau qui me rapporte des touristes de A à Z. Donc, avec l'encadrement, le billet d'avion, l'encadrement, l'hébergement, les excursions. Donc, moins de stress. Parce que bon, tout est programmé, donc tel jour, je sais que je vais déjà tel client, le nombre de clients, donc tout est bouclé, tout est ficelé. Ça me permet aussi d'améliorer mon réseau d'accueillants qui je pourrais proposer aux différents clients d'aller séjourner ou passer un moment comme table d'hôte, comme activité en mer. Ça me permet de rassurer les lieux que je peux les conseiller. Notez que le match qui opposera le Nigeria à l'Argentine sera diffusé en direct sur notre antenne demain après-midi à 14h. Sport toujours avec un retour sur les manifestations sportives qui ont ponctué le week-end. Le Grand Prix féminin en cyclisme qui est revenu à Audrey Biancolin de Féroce. Les vététistes féminines étaient également sur le pont hier à l'occasion de la Férocienne. Enfin sur l'eau, Rosette Orange a réalisé un triplé lors de la 8e journée du championnat de Yole-Ronde hier à Sainte-Anne. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Cherti. La 8e journée du championnat des Yole-Ronde a souri à Rosette Orange. L'embarcation franciscaine a remporté les 3 courses au menu hier à Sainte-Anne. Le podium de cette 8e journée est complété par Zapeti-La-Paluzza et UFR Chamflore. L'embarcation Robertine reste leader du championnat devant Zapeti-La-Paluzza et Rosette Orange. De la mer, on passe à la piscine communautaire de la CASEM. Elle a servi de cadre pendant tout le week-end à l'épilogue du championnat de Martinique. Au 100 mètres nage libre, le plus rapide, c'est Brice Roigny-Corail du Longvilliers en 53 secondes et 64 centièmes. Loris Elie de l'Espado a impressionné en remportant le 100 et le 200 mètres d'eau. Chez les femmes, Shemaël Griffith de l'Olympique Club du Carbet a marqué les esprits en remportant le 50 et le 100 mètres d'eau, le 50 et le 100 mètres papillon, ainsi que le 404 nage. En cyclisme, le Grand Prix féminin débuté vendredi après-midi s'est achevé hier avec 2 tronçons. Et si le deuxième est revenu à Anouk Vanomé-Slash du Madina Bikers, cette 5e édition est remportée par Audrey Biancolin de Féroce. Le podium est complété par les Guadeloupéennes Laura Guépois et Vanessa Mann. Les filles étaient décidément sur tous les fronts. En VTT se déroulait hier matin au Robert la Férocienne, une rando féminine qui a encore une fois connu un franc succès avec la participation de 90 vététistes qui avaient le choix entre 2 parcours, le 12 et le 20 km. En tir à l'arc, le rendez-vous c'était au TSCP hier, une 5e journée de tir FITA fédéral qui a souri chez les femmes à Léonie Marine en arc classique et à Fabrice Chevignac chez les hommes, toujours en arc classique. À TV, toujours la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Direction Sainte-Marie pour redécouvrir une épicerie solidaire et sociale que nous vous présentions déjà en décembre dernier. Elle propose aux habitants de participer à diverses activités comme la permaculture. C'est le best-of du JT des communes et c'est signé Hubert Bornil et Valérie Vincent. Alors là, il a fallu que je vienne au cœur de la cité L'Union à Sainte-Marie pour découvrir une forme de culture très originale, la permaculture. Alors on utilise, comme vous le voyez, tous les bagages, des bouts de bois, tout ce que l'on peut trouver à proximité. C'est encore mieux que lorsqu'on parle d'agriculture bio. Et là, ça se passe dans la cité, dans l'épicerie solidaire. Ça permet aux gens du quartier de s'approvisionner, mangeant un bon petit concombre, un bon petit aubergine, par exemple. Implantée au cœur de la cité L'Union, l'épicerie solidaire et sociale est un véritable espace d'échange, d'expression pour les résidents. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout au jardin.
Nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS sur la nutrition et tout de suite on a embrayé sur la création de ce jardin. À l'intérieur de ces sortes de bacs réalisés avec des palettes de bois, l'on pratique une culture diversifiée. Cela permet à l'association d'offrir à ses membres l'occasion de s'approvisionner en produits frais du terroir. On peut faire énormément de choses puisque nous avons déjà récolté plus de 30 kilos de concombres. Le mode de culture adopté ici, c'est le jardin en permaculture ou l'art de combiner l'esthétique du potager en carré, les semis spontanés et une production généreuse. Des légumes verts, de la salade, des concombres, des aubergines. Nous avons aussi planté de l'oignon pays, du persil, du thym. Une aubergine, alors ça sera 30 centimes, 30% moins cher que la grande, voilà, que le prix du marché. Tout en sachant que ce sont quand même des produits bio. Donc c'est intéressant pour eux. Voilà ce qu'on peut qualifier de jardin durable. Ici, une jeune entreprise se charge de transmettre le savoir. Là, on est en circuit, on est dans le Nord Atlantique où il y a de la chlordécone, où il y a surtout des terrains pollués. Vous voyez? Donc, 1 mètre carré à mettre en place. Au départ, on va planter tout ce qui est astéracé. Donc, 20 cm de système racinaire. Voilà, c'est les premières cultures qu'on va mettre. Donc au bout du 3e mois, on va commencer à passer à d'autres types de cultures avec un système racinaire plus long, solanacé, cucurbitacé, jusqu'à 8 mois avec des légumes racines. Une expérience intéressante qui ne laisse pas indifférent. Chacun découvre alors qu'il peut cultiver même sur de menus espaces. Ici, seulement 20 mètres carrés de terrain ont été nécessaires. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont à prévoir à Fort-de-France dès ce soir 20h30 et ce jusqu'à 2h du matin. Sont concernés le centre-ville, la route de la Folie et les terres Saint-Ville. Des coupures de courant sont également à prévoir demain à Schellcher de 9h à 14h. Sont concernés les quartiers Cazenavire, Plateau-Fofo et la route de Schellcher. Enfin, dernière information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking de Carrefour Cluny à Schellcher. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre-Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.